Mais je pense qu'on va pouvoir y aller. Je pense que bon, s'il y a des gens qui nous rejoignent un petit peu après, ils prendront en cours de route. Donc bonjour à tous, bienvenue, dans ce webinaire, de CGIS intitulé «Sélectionner la bonne vanne guillotine pour les applications critiques». Donc sont présents, à ce webinaire, 5 personnes dont les 3 responsable technique pour CGIS sur le Québec. Donc, je vais commencer par vous présenter Serge qui va faire la suite, le côté technique de la présentation. Serge est directeur régional des ventes pour CGIS et il couvre la partie nord du Québec, au nord du Saint-Laurent, quelques comptes sur Montréal, ainsi qu'au nord de l'Ontario. Peter, qui était anciennement représentant technique, est devenu maintenant spécialiste des produits. Donc, il nous fournit un support à Serge et moi, ainsi qu'à d'autres personnes à l'Est du Canada, pour tout ce qui est application, soumission. Et enfin, moi-même, Vincent Laroche, donc j'ai remplacé Peter dernièrement pour couvrir le sud du Québec, donc au sud du Saint-Laurent. Donc certains m'ont déjà rencontré, d'autres non. Euh, Slide suivante, s'il vous plaît. Oui. Donc au cours de ce webinaire, je ne sais pas si j'imagine que certains d'entre vous ont déjà utilisé Zoom avant. On a mis un petit sondage en introduction. On remercie tous ceux qui ont participé sur les durées de vie qu'on espère obtenir des valves guillotines. Et il y a un petit Q&A en bas pour tout ce qui est questions-réponses. Donc on les prendra au fur et à mesure, on les regardera. Si jamais elles sont en relation directe avec ce qu'on est en train de présenter, on pourra y répondre. Sinon, on a prévu une séance de questions-réponses à la fin. Et c'est pareil, on vous remercie de vos questions en avance. L'expertise de CGIS se base aussi sur toutes les discussions qu'on a pu avoir avec nos clients au cours des dernières années. Slide suivante. Alors, l'agenda de la présentation, donc on va commencer par se présenter. CGIS d'un côté et DSS, donc notre fournisseur et fabricant de valves guillotines pour services sévères, les industries clés dans lesquelles ces valves peuvent être utilisées, les 6 facteurs que l'on utilise pour définir les vannes dites de services sévères et les applications cibles. Ensuite, on passera sur un historique des types et des générations de vannes guillotines qui ont été utilisées par le passé. On s'intéressera plus spécifiquement à la spécification MSS SP 81 pour les vannes et les problèmes ou les limites de cette spécification. Et enfin, on passera aux avantages compétitifs des produits DSS, avant de revenir à la séance de questions-réponses dont je vous ai parlé. Donc, concernant DSS, c'est une entreprise qui est relativement récente, mais qui a été fondée en fait par des gens qui ont travaillé auparavant pour Delta Valve. Donc, ils fabriquaient aussi des navigate valves, des valves guillotines. Donc, ils ont beaucoup d'expérience dans ces procédés, dans ce type de valve. Et nous, CGIS, je vais m'attarder sur les prochaines diapositives pour vous présenter un peu la compagnie, sachant donc nous sommes un distributeur canadien de valves spécialisé dans tout ce qui est application critique. On le redit ici, fournisseur mondial de vannes manuelles et automatisées de très haute performance. Donc, notre entreprise a été fondée en 1980 à l'ouest du Canada pour fournir des vannes, donc Prince George et Vancouver, pour l'industrie des pâtes à papier. Au fur et à mesure que l'industrie des pâtes à papier déclinait, notre fondateur, M. Ross Waters, a diversifié les clients de CGIS pour se concentrer sur les applications minières, pétrolières et gazières. Par ailleurs, nous sommes développés aussi dans le reste du pays. Donc notre mission, c'est d'être reconnu comme un partenaire de confiance en matière de vannes, donc à la fois de contrôle et d'isolation pour toutes les industries dans lesquelles nous sommes impliqués. Donc nous essayons toujours la devise ou le motto de CGIS, c'est d'essayer d'obtenir pour nos clients un meilleur retour sur investissement. Et il n'y a pas de mauvaise valve en soi, c'est juste que chaque application détermine la valve que l'on vous fournit. Pour finir sur la présentation géographique, donc CGIS s'est peu à peu développé vers l'est, donc Prince George, Vancouver au départ, puis après l'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, et depuis peu, donc CGIS a commencé par avoir un bureau pour tout ce qui est Terre-Neuve et Labrador, et au Québec, nous sommes installés avec un bureau en propre depuis 1 an maintenant. Nous sommes associés avec DHB Valve, que certains parmi vous connaissent peut-être, qui fait de la réparation et du service après-vente. Et donc maintenant, nous pouvons aussi stocker des produits CGIS sur Montréal. C'est là où Serge, Peter et moi-même sommes basés. Et récemment, tout début d'année, nous avons ouvert aussi un entrepôt en Ontario.
Au niveau des chiffres, donc CGIS a déjà vendu plus de 46 000 vannes de services sévères pour 800 types de procédés industriels différents. Donc, on est installé au Canada, on a aussi des entrepôts en Australie et on a des clients dans le domaine minier, notamment dans le monde entier. Je vais laisser la parole à Serge maintenant pour la suite. Merci Vincent pour l'introduction. J'espère que tout le monde m'entend bien. Merci d'être présent. On vous remercie d'avance pour votre temps et votre présence. Juste avant d'embarquer un petit peu plus dans le sujet des valves guillotines, je veux juste donner une idée de l'approche CGIS un petit peu au niveau du traitement de nos clients, traitement des solutions, traitement des demandes et tout ça. On est comme structuré en différents silos, mais les silos sont interreliés ensemble finalement. Donc, on a un groupe de personnes, nos applications, nos applications spécialistes ou nos spécialistes d'applications pour des groupes de projets, on a des groupes techniques pour les applications plus techniques, on a des solutions plus rationalisées qui est plus MRO, puis tout est dirigé en fonction de qu'est-ce qu'est la demande. Donc, quelqu'un qui est au niveau du service, si on est connecté avec nos centres de service au travers du Canada, pour s'assurer que si jamais, le meilleur exemple, si jamais on reçoit une valve à réparer plus trop souvent, trop régulièrement, on va commencer à poser des questions pour essayer de voir un petit peu plus au niveau de l'ingénierie si on ne pourra pas faire une recommandation pour gagner en longévité ou regarder voir s'il n'y a pas de meilleure solution aux différents types de valves. Donc, ça vous donne une idée de au niveau, on a notre propre monde à l'interne, on a notre expérience, ça fait 40 ans qu'on est en business. Donc, à ce moment-là, ça vous donne un support un peu plus direct en fonction de la nécessité de vos besoins au moment où ce que vous regardez pour soit un projet, soit une solution technique ou soit juste un remplacement de produit. Donc, on est structuré de cette façon-là. C'est juste pour vous donner une idée générale. Donc, on va parler de vannes aujourd'hui, de vannes d'isolation surtout. Comme vous savez, il y a différents types de vannes sur le marché. En fait, il y en a réellement trois. On va en parler seulement d'un. Il y a des valves d'isolation, ça va être notre focus avec des SS. Il y a des valves de contrôle qui sont aussi disponibles chez nous. Puis, il y a des valves qu'on appelle des clapets anti-retour, qui est des check valves finalement. Donc, notre focus va vraiment être sur valves d'isolation. Donc, on va chercher à comparer différents types, à regarder différents types de design et de conception qui donnent des performances différentes en fonction de certaines applications. Puis, vous donner une meilleure idée générale de pourquoi certaines valves performent mieux dans certaines applications que d'autres et espérant vous donner des outils pour faire une meilleure sélection dans le futur. Donc, les industries clés, naturellement, dans les services sévères, chaque industrie a son focus plus critique ou plus sévère, mais où ce qu'on trouve le plus d'applications le plus sévères possible sont souvent à la base les pâtes de papier, naturellement les mines et métaux, tout partout ce que c'est plus compliqué comme procédé, et la pétrochimie, chimie. Donc, c'est là que ça vient chercher ces différents marchés-là qui viennent avoir des demandes assez élevées, mais une valve d'application sévère, dépendamment de l'application, peut être dans à peu près n'importe quel marché, mais c'est souvent les deux ou trois qui sont prédominants dans lesquels les besoins s'avèrent à aller chercher des valves plus spécifiques sur lesquels on va discuter aujourd'hui. Donc, la façon un peu que chez nous, on définit les sévères services, c'est souvent analysé au niveau ingénierie dans différentes usines ou différentes compagnies ou différents marchés. Mais pour nous autres, il n'y a pas de bonne ou pas bonne valve. Toutes les vannes sont bonnes. C'est vraiment l'application qui va driver vraiment pourquoi qu'on va définir que cette vanne-là ou cette application-là demande une valve de service sévère finalement. Donc, puis naturellement, une valve de service sévère peut faire dans toutes les applications, mais ce n'est pas toujours la façon la plus économique de l'adresser. Donc, il faut regarder quand même vraiment l'application pour décider vraiment si ça vaut la peine de faire un investissement supérieur pour avoir une longévité supérieure, finalement. C'est toujours un retour sur l'investissement qui compte. Donc, la première fonction, c'est vraiment le nombre de cycles. Je veux dire, c'est quand on les regarde individuellement, ils ne sont pas sévères en soi. C'est quand on commence à les mélanger, souvent qu'ils sont sévères. Donc, le nombre de cycles est très important parce que autant une valve d'isolation qui ne cycle jamais, quand on va vouloir qu'elle cycle pour fermer ou soit pour ouvrir, on veut être capable de la faire fonctionner effectivement. Puis souvent, on voit dans certains procédés sévères où ce que le média va se solidifier ou paralyser la valve, ça peut devenir un issue, donc un issue sévère parce qu'on ne peut pas isoler une pièce d'équipement qui est en dommage ou qui a besoin de maintenance ou quoi que ce soit. Après ça, naturellement, on a qu'est-ce qui est pression. Tout ce qui est pression, on parle d'une gamme de pression, vous allez voir, 150 livres, c'est vraiment le minimum. Puis, il y a souvent des produits qui sont ratés à 150 livres et moins. Mais nous, on parle de valves qui peuvent être ratées des classes 150 jusqu'à des classes 1500. Donc, quand on parle de pression, il faut faire attention de regarder vraiment la pression du système et tout ça.
L'autre chose intéressante dans les services sévères, c'est les particules, tout ce qui est particules, donc tout ce qui est solide au niveau tailing, au niveau boue, au niveau de traitement des pâtes et papiers, au niveau de toutes ces applications-là. Ça devient souvent problématique pour certains types de valves. Pas parce qu'ils ne sont pas bonnes, ils sont bonnes dans d'autres applications, mais quand on met des particules solides, ça cause une malfonction, puis ce n'est pas la valve, c'est juste la valve qui est mal appliquée à ce moment-là. Au niveau température, c'est l'autre phénomène. Donc, trop chaud, trop froid, des sièges en métal, c'est une chose, des sièges résilients, c'est une autre chose. Donc, il faut regarder les différentes applications de température qui pourraient jouer autour. Après ça, on parle du côté chimique ou érosion. Notre particule, c'est érosion. Donc, chimique, toutes les composantes chimiques, peu importe le marché dans lequel vous travaillez ou qu'on travaille avec vous, c'est souvent le côté chimique, donc compatibilité au niveau de l'application, au niveau de l'équipement alentour de la valve et naturellement de la valve, si ça va être compatible pour la bonne sélection de matériel, que ce soit un matériel exotique ou un matériel standard. Puis naturellement, on met le coût qui est toujours en dernier. Vraiment, le concept en arrière de tout ça, c'est vraiment de sélectionner sur 100% de toutes les valves dans n'importe quelle industrie. C'est pas vrai de dire que 100% sont de critique sévère, de service sévère ou de critique. C'est vraiment une partie plus minime qui est de 10 à 15, peut-être 20 dans certains cas, mais mettons 15% en moyenne. Donc, il y a 80 à 85% des valves qui ne sont pas vraiment adressées sur un service sévère, qui sont adressées sur un service qu'on considère comme soit général purpose ou d'application générale, ou soit tout simplement de commodité. Donc, c'est comme les trois groupes en gros qu'on essaie de définir. Donc, commodité, c'est vraiment aucun problème, ça ne causera jamais de problème dans votre système, ou même si ça l'arrête, vous pouvez l'isoler facilement, la corriger sans aucun impact financier ou de production. Quand on s'en vient dans les applications plus générales, bien là, ça peut avoir un coût, un impact un petit peu plus sérieux au niveau d'un arrêt non prévu ou d'un arrêt qui causerait un empêchement de faire une réparation. Et naturellement, quand on finit dans le groupe des sévères services, bien là, on parle de l'impact, ce n'est pas seulement le service qui est sévère, mais si la valve ne performe pas de la bonne façon, ou la sélection de la valve n'a pas été faite de la bonne façon, on parle d'un arrêt de service, on parle d'un coût, et à partir de ce moment-là, comme vous savez tous, c'est plus le prix de la valve qui est important, c'est le prix de la production et tout ce qui suit avec les problèmes que ça peut causer. Donc, c'est vraiment cette approche-là d'application pour éviter ces phénomènes-là ou maximiser, parce que on va parler de valves plus critiques, plus performantes, mais il n'y a pas de valve miracle non plus. Donc, il faut toujours s'entendre à regarder l'application. Si une valve est mal sélectionnée, elle t'offre 3 mois, on peut-tu regarder pour qu'elle t'offre un petit peu plus que 3 mois, 6 mois, 1 an, 12 mois, 1 an, peu importe l'application. Donc, c'est quand on se met à combiner ces choses-là ensemble, vous allez voir que ça devient plus un problème au niveau sévère, au niveau critique ou service de sévère à ce moment-là. Donc, les applications cibles qu'on cherche dans le groupe sévère, les 10 à 15 ou 20% des valves, sont souvent plus associées à ces 4 phénomènes-là. Okay? Donc, on parle de l'érosion, l'abrasion, donc tout ce qui est solide. Donc, du côté minier, ça va être des particules de roche, des particules de minerais, tout ça. Du côté papier, ça pourrait être de la pulp, de la liqueur noire, de la liqueur verte, de la liqueur blanche. Il y a un côté chimique aussi, corrosif, qui vient se rentrer à l'entour de ça. Vous rajoutez la pression. Puis la température est toujours quand même là, mais c'est quand même les 3. Puis il y a un coût à ça. Donc, souvent, on va regarder le prix d'une valve, on va dire oui, la valve fait beaucoup plus cher. On essaie de regarder le retour sur l'investissement. Parce que c'est au bout de la ligne, si on est capable de faire 2 fois le temps, peu importe quel est le temps de vie de cette valve-là dans cette application-là, on vient d'éviter un arrêt ou un arrêt préparé ou un arrêt prévu, c'est pas trop pire, c'est prévu, mais les arrêts non prévus coûtent beaucoup cher. Donc, de là, le signe de dollar où ce que ça devient très critique de jouer en termes d'opération et d'exploitation d'une usine en particulier. Donc, comme je le mentionnais avant, c'est sûr que si on sélectionne toutes les valves de service sévère ou de performance qui ont été développées pour des applications plus sévères, on peut les appliquer à peu près dans n'importe lequel, mais il faut faire attention aussi au niveau du coût. Mais d'un autre côté, vu qu'on est spécialiste au niveau sévère, la construction de ces valves-là, on a toutes sortes de matériel en inventaire. Donc, on est dans la catégorie des services sévères, donc on peut donner un meilleur service, une meilleure rapidité d'exécution pour vous aider dans ces applications-là. Donc, les limites en général du standard SP81 au niveau des vannes guillotines. Donc, je vais dire guillotine ou gauge. Je me mélange entre mes deux langages de temps en temps, donc j'espère que vous en tiendrez pas rigueur. Mais on va parler de vannes guillotines conventionnelles. C'est souvent c'est pas un mauvais design, c'est un design
qui existe depuis longtemps. Vous allez voir, je vais vous donner un petit peu d'historique après ça sur le temps que ça existe. C'est juste que souvent, on appelle ça un single wedge, donc une cale simple qui est assistée. Donc, c'est métal à métal. Ça a besoin d'une pression de ligne pour être assisté. Donc, puis ça a besoin des petits wedges pour assister à la pression pour fermer. Donc, l'étanchéité n'est jamais beaucoup élevée. Puis, ça donne une isolation qui est relativement peu performante, mais qui peut suffire dans beaucoup d'applications. Basse pression d'opération, souvent les vannes conventionnelles à guillotine sont estampées 150 livres. Donc, c'est vraiment 150 livres de pression PSI qui peuvent supporter au maximum. Donc, souvent, il y a un mélange qui se fait. C'est pour ça que j'ai une petite note dans le bas de l'écran qui dit qu'il y a une grosse différence entre un punch de 150 livres et une classe 150. Une classe 150 ne relie pas à 150 livres. Une classe 150 est beaucoup plus haute en pression, comme une classe 300, une classe 600, 900, 1500. C'est des classifications qui vous donnent un range de pression supérieur aux chiffres mentionnés. Tandis que souvent, les valves de guillotine de base conventionnelles sont identifiées comme 150 livres. Donc, il faut faire attention à cette sélection-là. Il y a beaucoup d'applications que ça répond très bien, mais ce n'est pas nécessairement le bon gauge pour assurer la bonne pression d'opération pour la valve sélectionnée. Au niveau des fuites, bon, toutes ces valves-là, normalement, ont des classifications. Ça passe souvent d'une classe 4, 5 et 6. C'est rarement une zéro fuite, donc zéro leakage qu'on appelle. Donc, il faut faire attention à ça. Si vous cherchez des applications de vannes où ce que le zéro leakage, le zéro fuite est super important, des valves conventionnelles guillotine, c'est peut-être pas le meilleur chemin ou la meilleure ligne d'aller. Donc, aussi, comme j'ai mentionné un petit peu avant, au niveau de l'étanchéité, ils ont besoin de la pression de ligne. Donc, ce n'est pas des valves qui sont directionnelles, qui sont unidirectionnelles, sont directionnelles. Et la pression est importante d'être appliquée dans le bon sens de la valve parce que la ligne de pression, la pression de la ligne, je devrais dire, aide à l'étanchéité de la valve. C'est qui est un autre facteur à tenir compte. Parce que souvent, en plus haute pression, c'est cool, à 100, 150 livres, ça peut fonctionner très bien. Mais si vous baissez en basse pression, vous avez juste 25-30 livres, il n'y aura peut-être plus assez de pression pour maintenir l'étanchéité dans laquelle la valve devrait performer. Donc, à tenir compte de l'étanchéité et de la pression de la ligne dans vos applications au niveau des valves conventionnelles. Pas un mauvais concept, fonctionne très bien dans 80% des applications, mais il ne faut pas appliquer ça dans des applications plus sévères. Une tige montante, naturellement, on appelle ça un rising stem, pour les vannes manuelles surtout. Donc, l'espacement, souvent, il y a beaucoup d'assemblage, beaucoup d'équipements. L'espacement peut devenir un problème. Donc, soyez vigilants parce que souvent, les valves de guillotine conventionnelles ont une tige qui monte avec la gate ou la guillotine qui crée un espacement ou une restriction. Donc, il faut faire attention. Les vannes guillotines non guidées aussi, toutes les conventionnelles sont non guidées. Donc, c'est une vanne, c'est tout simplement une plaque ou une gate ou une guillotine qui descend et qui monte en deux morceaux de métal tranquillement puis qui descend, qui a une certaine pas une grosse tolérance, ou comme on dit, un flottillement qui peut aider quand la pression a besoin d'assister pour faire l'étanchéité d'un côté, mais ce n'est pas aussi guidé, donc ce n'est pas aussi stable, ça a beaucoup plus de flexion et ça peut être endommagé plus facilement. Le chapeau de la vanne ou sur le haut de la vanne sont souvent tout ouverts, exposés à l'environnement, donc si vous avez un environnement qui est propre, et sans aucun problème et sans aucun contaminant, il n'y a aucun problème. Mais si vous êtes dans un endroit plus contaminé ou à exposition de toutes sortes de produits qui pourraient voler ou et atterrir sur la valve, à ce moment-là, le haut de la valve pourrait être endommagé et empêcher le bon fonctionnement. Donc, tout ça vous donne une idée de la performance générale. C'est pas que c'est peu performant, c'est juste moins performant, mais ça répond très bien dans certaines applications. Comme je vous ai dit, c'est toujours l'application qui dirige la sélection de la valve. Puis unidirectionnel, c'est ça. La plupart du temps, ça marche juste d'un côté et non des deux côtés dû à sa conception de base. Donc, pour vous donner une idée visuelle, je veux dire, on a mis une photo à peu près des différents types. On va essayer de vous donner une idée. En tout cas, le but de l'exercice, c'est vous donner une idée du fonctionnement de chacun, des forces et des faiblesses peut-être de chacun aussi, mais ils sont forts. Chacun de ces concepts-là ou chacun de ces types de valves-là est fort quand il est bien sélectionné dans la bonne application et est faible quand il est sélectionné dans une mauvaise application. Donc, c'est toujours, vous allez m'entendre répéter souvent le côté application, mais c'est vraiment la force en arrière de tout ça qui drive pourquoi qu'on irait vers une guided shield gear qui est un severe service knife gate valve au lieu d'un push-through, lined ou through gate ou conventionnel. Comme vous pouvez voir, ces différents types de valves-là sont manufacturés par plusieurs. On en a donné quelques-uns, les plus probablement reconnus. C'est tous des
des manufacturiers de haut niveau, professionnels, qui font des très bons produits. Mais encore là, ça dépend de l'application et du type de valve à choisir pour aller vers un ou vers l'autre. Donc, on va essayer de vous donner l'idée de partir de la conventionnelle, aller au travers des différents modèles. Pour finir, pour vous donner un détail plus détaillé sur la construction, les différences, pourquoi qu'une valve de sévère service performe mieux dans les services sévères, justement parce que le design a été fait et les corrections des différents autres types ont été effectuées dans cette génération-là. Donc, la valve guillotine conventionnelle, c'est breveté depuis 1927. C'était instauré c'est suédois. J'ai appris ça, moi, dernièrement aussi. Je ne savais pas que c'était suédois, mais c'est les pâtes et papiers qui ont demandé ça. C'était le premier marché dans lequel ils sont arrivés avec ce genre de valve-là. Donc, c'était parfait. Ça s'est installé dans plusieurs plans de papier. Il y en a à grandeur de n'importe quel plan de papier depuis 1927. Ça fonctionne très bien. C'est une technologie qui existe encore. Le concept existe encore. C'est vraiment le concept de base d'une valve avec une gate qui monte, qui descend, ou une guillotine qui monte, qui descend. Donc, mais c'est bon pour la basse pression et c'est juste une direction, comme j'expliquais un petit peu avant. Donc, le concept à la base, c'est vraiment une guillotine qui monte et qui descend. Le biseau qui est là, c'est une knife gate valve qu'on appelle guillotine souvent. C'est pas vraiment pour couper, honnêtement. C'est vraiment une question d'avoir un wedge qui vient à côté, un coin qui est dans le tour périmètre de l'orifice, qui vient, quand la valve arrive au fond, vient forcer la guillotine à s'appuyer vers la gauche dans ce cas-là pour s'assurer de l'étanchéité maximum pour la classe qu'elle est classifiée. Soit une classe 4 ou une classe 5 en général dans ces catégories-là, mais c'est plus classe 4. Donc, vous pouvez facilement voir que si jamais il s'accumule des particules ou n'importe quoi, donc dans un service non sévère, de l'eau claire, un produit clair, autant que ce n'est pas corrosif ou quoi que ce soit, ça va très bien fonctionner, ça va vous donner ce que vous cherchez à faire. Mais si jamais il y a n'importe quoi qui vient se rajouter un petit peu plus, ou vous avez besoin de quelque chose de bidirectionnel, ça pourrait être un problème à ce moment-là. Donc, ça ne coupe rien, ce n'est pas un couteau, c'est tout simplement un wedge qui vient causer une pression, en plus de la ligne de pression, pour donner le maximum d'étanchéité qu'il peut aller chercher avec ce concept-là. Après ça, il est arrivé avec le True Gate. Donc, c'était été un petit peu plus développé parce qu'à un moment donné, c'est cool, les pâtes et papiers, à l'origine, tant que c'était des liquides et des produits assez propres, ça fonctionnait assez bien. Mais quand ils ont voulu voir le nombre de fibres, le nombre de solides, puis qui passaient au travers de ça, ça causait beaucoup de problèmes parce que n'oubliez pas, dans un gate valve, le bas de la valve a une cavité assez grande. Donc, si cette cavité-là se remplit et votre couteau descend, même s'il ne coupe pas, il va être bloqué, donc il va couler. Donc, ça, c'était comme une façon de moderniser ou d'améliorer les performances de ce concept-là de knife gate valve conventionnel avec un true gate qu'on appelle. Donc, c'est tout simplement une plaque sur laquelle vous avez un trou. Il y a vraiment un trou à travers la plaque, puis on promène le positionnement du trou soit directement en ligne ou soit directement hors ligne pour causer blocage ou isolation. Donc, d'une vue latérale, c'est tout simplement une guillotine, il n'y a aucun angle ou quoi que ce soit. Ça monte et ça descend. Mais naturellement, dans le bas, il y a une petite cage, comme vous pouvez voir, parce que ça laisse couler et c'est loin d'être étanche. Et quand on parle d'étanchéité, rappelez-vous bien qu'on parle d'étanchéité dans les deux sens. On parle d'étanchéité au travers de la ligne. On veut s'assurer qu'il n'y a rien qui coule de gauche à droite ou dans la direction du conduit. Et aussi de l'étanchéité au travers atmosphérique, donc pour l'environnement. Donc, dans ces cas-là, ça pourrait couler dans les deux cas, mais ça réglait un problème de fibres ou de particules qui pouvaient causer certains autres problèmes dans la valve guillotine standard. Après ça, sont arrivés naturellement dans ces procédés de pâte ou d'autres applications. Il y avait un problème chimique. Naturellement, on a besoin de protéger les corps extérieurs. C'est des constructions de corps souvent en acier carbone, peut-être 316 stainless steel ou en acier stainless souvent. Mais donc, les modèles de base qui ne sont pas capables de supporter ça ou ils n'étaient pas capables d'avoir des matériaux exotiques, on est obligé de développer qu'est-ce qu'on appelle une valve conventionnelle, mais linée, ou avec une doublure interne pour protéger justement contre la corrosion. Donc, encore une fois, vous avez la gate, la vue latérale. Il y a un couteau encore, mais ce n'est pas vraiment pour couper, parce que si on coupe, on pourrait couper la doublure ou le liner, finalement. Donc, mais le liner était là, ou la doublure est là vraiment pour le côté chimique de la valve. Donc, ça nous force, ça l'évitait d'avoir un corps de matériaux exotiques élevé ou un prix élevé relativement aux matériaux exotiques.
puis ça donnait quand même une assez bonne performance au niveau chimique pour aller chercher qu'est-ce qu'il y avait besoin. Ça existe encore, ça s'applique encore, ça fait très bien le job dans certains domaines, mais il faut faire attention. Si jamais la doublure ou le liner finit par s'endommager, s'il y a le moindre de particules à l'intérieur de ça, ça va s'endommager un petit peu plus vite. Donc, ça pourrait endommager le liner, puis à partir du moment où le liner est endommagé, il va y avoir une fuite au niveau du corps. Et le corps, s'il est tout simplement en acier carbone, parce que c'est le but de l'exercice, c'est de sauver au côté économique, bien là, vous allez avoir un produit qui va se détériorer rapidement à l'extérieur et la valve va couler non seulement en ligne, mais va couler à l'extérieur aussi au niveau de l'environnement. Donc, c'est un petit peu. Donc, toutes les valves qu'on parle présentement, c'est jamais pour couper ou shearer, qu'on appelle dans notre langage vulgaire canadien, anglais-français. Donc, une des très bonnes technologies qui est sortie aussi, c'est la vanne push-through. Dans le système, dans l'industrie minière, c'était un besoin essentiel et ils ont performé très, très bien dans le domaine minier. C'est un un des marchés premiers qui a été utilisé, cette valve guillotine-là à push-through. Il y a des avantages dans tous les services qui sont semi-sévères et moins sévères que trop sévères, finalement, parce que l'autre inconvénient, vous allez voir par la conception, c'est que, on pouvait traiter des bouts ou des matériaux avec beaucoup plus de solide. Donc, ça permettait dans les marchés de pouvoir tout le tailing, tous les produits miniers, tout ce qui est rejeté, avait un problème dans les valves conventionnelles. Donc, avec le push-through, ils ont réglé ce problème-là. Mais qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne? On a la photo ici. Naturellement, c'est ce style de valve qu'à chaque fois que vous ouvrez, à chaque fois que vous fermez, puis je vais vous montrer dans la prochaine slide, il y a des fuites à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, ça fait un job, il n'y a pas de problème, ça ne coule pas, mais de la façon que ça fonctionne, c'est que ça coule à l'extérieur à chaque mouvement. Et c'est par design, c'est comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas une malfonction, c'est une fonction dans le design, tout simplement, qui fonctionne de même. Donc, ça vous dit en partant que si vous ne voulez pas de fuite à l'extérieur de votre procédé, parce que c'est chimique ou corrosif ou n'importe quelle autre solution qu'on appelle pas de l'eau propre, mais de l'eau sale, mais contaminée, il faut faire attention à cette section de valve-là. Mais ça a résolu beaucoup de problèmes. La façon que ça fonctionne, c'est, encore là, vous avez la guillotine, la gate, du latéral, elle est biseautée des deux côtés, mais la raison, ce n'est pas encore pour couper, comme on pourrait penser souvent, parce qu'on appelle ça une knife gate valve, c'est toujours la forme du couteau au bout de la ligne, mais il n'y en a aucune de ceux que j'ai parlé à date qui coupe vraiment. C'est vraiment pour écarter les deux parties, les deux beignes, ces deux beignes en rubber finalement que vous avez ici, puis ça permet de pénétrer entre les deux, d'écarter et d'aller positionner le scellé. Le problème, c'est comme je vous ai mentionné, à chaque fois que ça commence à écarter les deux morceaux de rubber pour s'insérer, ça crée une fuite extérieure à ce moment-là, par défaut, par la conception même. Ce qui n'est pas important dépendamment de l'application, ce qui peut devenir vraiment important dépendamment d'autres applications plus sévères, quand le produit ne peut pas être permis d'être évacué à l'extérieur ou quoi que ce soit. Après ça, on tombe dans la Guided Shipyard Concept. C'est le modèle, c'est les dernières versions qui ont été, ça date quand même de 20-25 ans, c'est pas nouveau. DSS, je vais vous expliquer ça peut-être plus tard, c'est un petit peu plus récent, mais le concept et le monde qui travaillait avant à d'autres compagnies qui travaillaient chez DSS sont arrivés avec ce concept-là. Donc, c'est vraiment, on cherchait à vous donner une garantie de zéro fuite. On veut aller chercher zéro fuite. On veut être bidirectionnel. On veut être bidirectionnel dans l'utilisation de haute pression, parce que c'est des applications en bas de 150 livres, c'est relativement facile à gérer. Mais quand on parle d'une classe 150 ou 900 ou 600, c'est un autre ballgame, comme on dirait. Puis on voudrait aussi s'assurer que quand il y a des particules, on est capable d'aller couper, égrener, casser et permettre une fermeture pareille et une bonne isolation pareille. Donc, que ce soit des bouts clairs, des bouts à haute teneur de solide ou que ce soit même corrosif ou des acides ou alcalines ou acides, on peut construire ces valves-là avec des matériaux qui sont compatibles avec tout ce que vous pouvez rencontrer ou presque sur le marché dans les différentes industries. Puis en plus de ça, on est capable d'aller chercher zéro fuite dans les plus hautes gammes de pression aussi. Donc, en gros, DSS, qui est le manufacturier de cette valve-là, qui est un sévère service knife gate valve, en bon français, une valve guillotine de sévère service, finalement, a vraiment arrivé avec cette génération-là, qui est la nouvelle génération sur le marché depuis 2016 à peu près. Donc, ils ont répondu en passant de l'expérience des 20-25 dernières années des produits existants sur le marché que j'ai mentionné avant, dire, bon, c'est quoi qu'on cherche, c'est quoi nos problèmes, c'est quoi qu'il faudrait améliorer, changer pour avoir la performance que les applications nous demandent d'avoir.
Puis ils ont été capables de regrouper ça sur ce modèle-là, faire une conception qu'on appelle de vanne sévère, de vanne guillotine de service sévère, finalement, qui va être définie par le regroupement des manufacturiers avec une nouvelle norme qui va sortir bientôt, parce qu'il n'y a pas vraiment de norme sur les services sévères. Ce que je vous ai expliqué, c'est les balbutiements d'un concept qui s'en vient, qui va sortir bientôt pour la norme MSS, qui va vous donner une définition claire et précise avec une liste de questions à remplir. Qu'est-ce qui fait une différenciation entre un service sévère et un service non sévère, ce qui est présentement un petit peu plus vague. Donc, comment ça fonctionne? On va aller en détail comment ça fonctionne un petit peu, puis pas en détail, plus en sommaire au début, puis plus en détail vers la fin. Puis j'espère que s'il y a des questions à la fin, on va pouvoir vous aider à répondre à tout ça. Donc, au bout de la ligne, on a construit cette vanne-là DSS, OK, c'est le service de la vieille valve ou guillotine. On a fait des changements. Au niveau de l'épaisseur de la gate, on l'a épaissi. On a rajouté une pointe de cisaillement aussi. Puis, on a rajouté un siège principal qui fait tout le périmètre de la gate. Donc, vous avez le siège principal ici, qui est un siège résilient, donc un siège mou, OK? Donc, le matériel de ces sièges mous-là peut varier en fonction de la corrosivité ou de l'agressivité du procédé. Ce siège-là fait le tour de tout le périmètre et guide. Donc, c'est une gate ou une guillotine qui est guidée de haut en bas dans tout son déplacement en tout moment, en tout temps. Donc, aucun flottillement, aucun mouvement de gauche à droite avec la pression ou sans la pression, sans aucun problème. La pointe de cisaillement, naturellement, qui est positionnée ici, vient justement cisailler juste du coin ici sur le métal. Donc, c'est là qu'on peut se permettre de dire que c'est un shear gate. On va vraiment couper, égrener, diminuer la partie solide pour l'éliminer le plus possible. Donc, au bout de la ligne aussi, dans le fond, ici, vous voyez le fond de la valve, l'espace d'accumulation possible de matériaux solides ou précipitation ou de n'importe quelle sédimentation est vraiment limité parce qu'il n'y a vraiment pas beaucoup d'espace au fond de la valve, qui est une autre amélioration de Knife Gate Valve depuis le début, qui avait une grosse paquet d'accumulation. Donc, on a rajouté tout ça. On a un siège secondaire ici, métal à métal, au bout de la ligne, pour s'assurer justement de la solidification au fond. Donc, on coupe, on solide, puis on cire. Donc, vous avez vraiment les trois procédés de coupeur, le bleu est pour isoler et le restant pour la cire tout simplement en position au bout de la ligne. Parce que c'est une valve qui est bidirectionnelle. Donc, autant la pression maximum différentielle d'un bord ou de l'autre, aucun problème. Il y a une préférence. Si on regarde la préférence, c'est toujours dans ce cas-là de droite à gauche, parce que le cisaillement se fait de droite à gauche en premier, mais fonctionne très bien en bidirectionnel avec la bonne application, effectivement. Donc, siège principal, joint d'étanché secondaire. Le deuxième petit joint que vous voyez au bas, c'est vraiment pour un backup si jamais il y a un dommage au premier siège. Au moins, on s'assure de ne pas couler vers l'extérieur au niveau environnemental. Donc, le joint secondaire, l'étanchéité secondaire est vraiment au niveau du joint pour protéger l'environnement. Et le dernier, on pourrait se demander, il dit on a un corps fait en deux morceaux. Souvent dans la Knife Gate Valve, comme vous avez vu avant, qu'on a parlé avant, sont souvent montés dans un casting, une pièce qu'on appelle. Donc, c'est un body d'une pièce au complet avec le top work qui est monté par-dessus. Donc, le top work est monté par-dessus de la même façon que nous autres ici, mais on a deux pièces. Je vais vous montrer un petit peu plus tard les bons côtés et certaines personnes vont penser que, il pourrait y avoir des problèmes, mais dans ce cas-là, de la façon qu'on l'a dressé, puis l'ingénierie qu'on a mis en arrière de ça et la conception, machinage, tolérance qu'on met en arrière de ces valves-là élimine tous les problèmes possibles qu'un deux corps pourrait être envisagé, mettons. Donc, en résumé, pour cette partie-là, vous voyez, on a couvert toutes les vannes. Qu'est-ce qu'on appelle vanne guillotine? Qu'est-ce qu'on appelle vanne guillotine de service plus conventionnel? Donc, c'est probablement ce type de valve-là qui va couvrir 80% de vos applications, si je fais un chiffron vraiment. Puis après ça, on tombe dans des guillotines de service sévère qui ont évolué au travers des années, 30, 40 ans à peu près, qui ont commencé par ces différentes compagnies-là qui sont montées, puis qu'on est arrivé à une nouvelle génération DSS. Donc, c'est une évolution au travers de, oui, la compagnie est plus jeune, 2016, mais le monde qui travaille chez DSS vient de Delta, vient de d'autres compagnies au travers des années et ont amélioré cette technologie-là. Puis, ce genre de valve-là qu'on parle aujourd'hui, qu'on vous donne plus de détails, est vraiment un sujet pour les applications sévères. Donc, c'est vrai que ça fait la job partout, mais ce n'est pas économique d'aller faire un job de service non sévère avec ce style de valve-là. Donc, caractéristiques de base pour les vannes guillotines service sévère de DSS. Donc, sont entièrement designés et conformes aux normes SP135 au niveau des pressions. Quand
c'est important de savoir, je vous explique un petit peu le concept de la pression, c'est pas gager 100, 150, 300 livres ou 600 livres, c'est des classes 150, des classes 300, classe 600, 900, 1500. Puis dans différents formats. On part de 2 pouces et demi, 2 pouces la plus petite, puis on s'en va jusqu'à normal 36 pouces sans trop de problème. Puis on fait même des plus 48 et plus gros volumes spécifiques dans des applications spécifiques. Donc, il n'y a aucun grosse limitation dans les différents, au niveau des sizes, mais la classe de pression est toujours respectée. Au niveau de face à face, face-to-face de la dimension est important. Donc, on suit les standards établis. Donc, toutes ces valves-là peuvent remplacer à peu près n'importe quelle autre valve. Donc, c'est toutes les valves conçues sur cette même norme-là sont remplaçables d'une à l'autre sans aucun trop de problème à ce moment-là. Aussi, on va les voir mieux un petit peu plus tard. On a des purges internes qui facilitent les si jamais, même si on n'a pas beaucoup d'accumulation dans le bas, parce qu'il n'y a vraiment pas d'espace, on a des petites purges internes qui sont sur le bord, qui sont internes, ça ne purge pas à l'extérieur, okay, ça purge à l'intérieur, pour faciliter avec la vélocité au moment de la fermeture de la valve, la vélocité augmente pour s'assurer de minimiser l'accumulation possible de particules. Et s'il y en a encore, on peut les couper parce que c'est vraiment une valve. C'est la seule valve que je vous ai parlé aujourd'hui jusqu'à date qui peut vraiment couper, shearer, qu'on appelle malheureusement en anglais, mais couper en français, qui vous dit qui peut éliminer beaucoup de problèmes. Les joints internes, donc vous avez deux catégories de joints internes, donc il faut faire attention ici. Donc vous avez les joints, le premier joint que je vous ai parlé qui guide la guillotine de haut en bas, donc c'est une guillotine qui est guidée en tout temps. Vous avez le joint externe qui était pour l'environnement, donc c'est les deux joints, OK? Donc ça vous donne le zéro fuite, ça vous donne la bidirectionnalité et la performance aussi de performer au travers du temps. Ça, c'était les premiers résilients. Le deuxième siège résilient, c'est surtout, bougez pas, je vais mettre la souris à la bonne place. Surtout ici, au niveau des transversaux, on a des choses, on a deux systèmes, un ou deux, dépendamment de la grosseur de la valve, à partir de 4 pouces et 2, des patins transversaux pour s'assurer vers le haut qu'il n'y a aucune fuite aussi, qu'on va voir plus en détail tantôt au niveau de l'évolution de ça. Donc, c'est pas mal les deux systèmes de seal qu'on a résilients pour vous donner une performance supérieure pour ce style de valve-là. Il y a aussi ici tout le tour, vous allez voir, c'est en gris un petit peu plus pâle, c'est moins visible, malheureusement. Je vais essayer de vous le montrer un petit peu plus tard. Mais c'est un disque d'usure, donc un wearing qu'on appelle. Donc, un disque d'usure qui est indexable. Donc, on peut le changer de position. Parce que vous savez que dans un service sévère, s'il y a de la particule avec la vélocité, les problèmes sont souvent dans un cadran de l'horloge plus que dans l'ensemble de la valve. Donc, au lieu d'user le body ou le corps de la valve, on met d'un côté ou des deux côtés, peu importe le côté, c'est bidirectionnel, puis votre flow se déménage d'un côté ou de l'autre. On peut mettre des bacs d'usure. Ces bacs d'usure-là, non seulement dans le temps, peuvent être remplacés, mais ils peuvent être aussi mis en rotation pour aller chercher le maximum d'utilisation, le maximum d'usure et le maximum de vie, performance au niveau de la longévité de la valve. Donc, je vous ai parlé un petit peu tantôt des tiges non montantes, OK? Donc, en acier inoxydable, recouvert d'un xylène. Le xylène, c'est simplement un coating. Vous voyez, nos valves sont noires aussi, ne sont pas toujours noires en passant, dépendamment s'il y a un coating extérieur ou un coating sur notre gate, sur la guillotine. Donc, ou la tige, on met ce fini-là, on monte à haute température les matériaux les métaux, puis on les couvre de ce produit qui pénètre à l'intérieur du métal. Donc, ce n'est pas juste un coating en surface, c'est vraiment quelque chose qui vient s'attacher physiquement et chimiquement au métal pour donner, c'est comme les poils Teflon, autrement dit, c'est pour aider au meilleur glissement, pour éliminer les problèmes de corrosion, puis pour avoir un meilleur couple d'actionnement plus doux, plus facile à manipuler finalement. Toutes les valves, le body de la valve, finalement, ou le corps de la valve, je m'excuse, on peut les faire en matériaux soit standards ou en matériaux exotiques. Vu qu'on travaille beaucoup dans les services sévères, dans les miniers, pétrochimie et papier, on a avantage, on fait beaucoup d'inventaire, on a beaucoup d'inventaire au niveau des matériaux exotiques. Quand on parle de matériaux exotiques, naturellement, on ne parle pas acier carbone ou acier stainless steel 316. On parle de n'importe où, du grade supérieur au stainless steel, qui vont être les duplex, les super duplex. On va à l'acélogue, on va jusqu'au titane. Okay? C'est sûr qu'il y a un coût associé à tout ça, il faut regarder le coût, mais au bout de la ligne, c'est le retour sur l'investissement qu'il faut regarder. Donc, oui, une valve peut coûter plus cher, mais oui, une valve peut vous sauver une tonne d'argent au niveau application. Donc, ça ne s'applique pas tout le temps. Donc, c'est quelque chose qu'on a en inventaire des valves en titane, juste pour vous donner une idée. Donc, au niveau d'expédition,
d'avoir une livraison beaucoup plus rapide. Quand vous vous adressez à un fournisseur qui travaille dans les services sévères, on est plus équipé pour vous aider rapidement en termes de fourniture de matériaux exotiques que un fournisseur de produits commodités où ce que les produits exotiques deviennent un problème parce qu'ils ne sont pas liés au même casting center que des autres, tout simplement. Donc, joint atmosphérique, si je voulais en parler un petit peu, donc il vient éliminer les coûts extérieurs parce que ça peut se maganer, une valve pourrait être endommagée. Il n'y a pas de valve magique, il n'y a pas de produit magique, je vous l'ai dit, sauf qu'on a des protections supérieures pour éliminer ces fuites-là à l'externe qui pourraient avoir des nettoyages ou des dangers qui pourraient exposer du monde surtout. Après ça, et au niveau actuateur, naturellement, la valve que je vous montre présentement, le dessin, vous avez un actuateur, donc c'est une tige non montante, OK? Donc, je ne sais pas si c'est très visible, mais si vous regardez ici, on est monté offset on est en dégagement offset de notre guillotine. Donc, c'est pour ça que la guillotine monte sur le vérin tranquillement jusqu'en haut sans que vous ayez une extension ici. À ce moment-là, on est offset, c'est un non-rising stem, une tige non montante. Si jamais vous voulez avoir un engrenage, c'est le même concept, ou on peut aller sur les actuateurs électriques, pneumatiques ou hydrauliques. À ce moment-là, la fourchette ici dans le bas va tout simplement monter à cheval sur la gate, puis là, on a besoin de la tige qui monte pour mettre les actuateurs. Mais tout ça pour vous dire que tout l'ensemble du boîtier du haut ne change pas, c'est vraiment juste la plaque de l'adapteur dans le haut qui vient s'adapter en fonction de la méthodologie de l'actuateur que vous recherchez. Mais tous ces valves-là peuvent être automatisés de la façon que vous voulez finalement. On l'a fait à peu près dans toutes les sauces possibles. Vous avez aussi une protection en plexiglas qui protège le personnel. Donc, naturellement, si jamais il y aurait une fuite qui monterait par là parce que le packing n'aura pas été ajusté ou il y a un défaut, quoi que ce soit, bien, il y a une protection à l'intérieur de ça pour une fuite. Donc, vous allez la voir, mais elle n'exposera pas personne. Mais aussi, ça vous donne la chance de n'importe quoi qu'il y aurait dans l'environnement de rentrer à l'intérieur de ce mécanisme-là pour nuire à son opération. Donc, vous avez un plexiglas avec des vis en stainless steel pour protéger de l'extérieur vers l'intérieur, autant de l'intérieur que vers l'extérieur de la partie haute de la valve, finalement. En dernier, dans ce phénomène-là ici, vous avez ce qu'on appelle un système de verrouillage, une goupille de verrouillage à haute visibilité dans le sens qu'elle est facilement visible, elle peut être de couleur facile, et aussi elle peut être cadenassable, on peut la barrer en place, puis elle peut être insérée pour identifier l'ouverture ou la fermeture. Et la beauté du design est faite que la précision et les tolérances sont assez bonnes que si vous n'êtes pas capable en position fermée de pénétrer avec la goupille au travers de l'insertion, bien, ça vous dit que votre valve n'est pas complètement fermée ou n'est pas complètement ouverte. Donc, vous avez une indication physique qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec l'actuateur ou avec la poignée pour la refermer, la rouvrir, mais au moins, vous pouvez vous servir de cette goupille-là pour confirmer l'ouverture-fermeture totale et en plus de le barrer pour faire la maintenance nécessaire au niveau d'être conforme avec OSS. Oh. Une petite parenthèse que je fais pour les 2 prochaines slides. Je change un petit peu de produit, mais juste, je ne veux pas vous mélanger, je veux juste vous donner ce qui est disponible aussi rapidement. Tout ce que je vous ai dit sur le concept de la knife gate valve, que je vais vous expliquer un petit peu plus en détail les différents phénomènes. Ici, vous avez double blocage et purge, donc double block and bleed. En bon anglais. Donc, l'avantage de ce valve-là, c'est qu'on a les mêmes caractéristiques que notre valve de base, que je vous ai parlé tantôt, la knife gate valve, ou c'est ça, le severe service. C'est le severe service, elle a les mêmes caractéristiques, les mêmes seals, même construction, même spécification, mais il y a 2 gates. Donc, dans ce cas-là, vous avez une gate ici du côté gauche, puis vous avez une gate du côté droit, avec un espace central vide. La beauté de la chose, c'est que l'espacement est très facile. Donc, on suit les normes 152 au niveau des face-to-face, donc ce n'est pas tellement gros. Ça évite de prendre 3 valves dans certaines applications. Et vous avez un opérateur seulement. À ce moment-là, un opérateur qui monte les 2 gates en même temps. Et quand les gates sont fermés, on peut avoir des orifices de purge qui sont positionnés dans la partie vide centrale pour confirmer soit une fuite de gauche ou une fuite de gauche ou une fuite de droite, tout simplement. Donc, c'est vraiment un double block and bleed. Double blocage et purge. Et on peut y avoir différentes connexions pour les purger. On peut injecter à l'intérieur si c'est un gaz dangereux pour faire un nettoyage au niveau de la santé et sécurité, ou on peut tout simplement vérifier s'il y a une fuite puis regarder comment ça se passe à ce moment-là. Donc, mais au niveau actuateur, là, ici, on vous le montre avec un gearbox, mais ça pourrait tout simplement être hydraulique ou pneumatique sans aucun problème aussi. Donc, encore une fois, la même valve, même phénomène de goupille, de verrouillage, vraiment visible, qui répond à vos besoins, qui
confirme les positions de la valve. Puis les purges internes que j'ai mentionnées un petit peu tantôt, bien, il y en a aussi là-dessus. Donc, on peut se permettre d'avoir des petites purges internes pour empêcher l'accumulation dans la petite partie du siège pour vous donner une étanchéité maximum finalement. Donc, en général, que j'ai parlé de la double block ou de la single block, je devrais dire, voici les caractéristiques de base qui ont été des améliorations physiques qu'on a faites sur cette technologie de DSS, de valve de guillotine de sévère service. Donc, on a renforcé la guillotine, OK? Elle est 100% guidée de haut en bas. On a un passage intégral. Donc, une chose qu'on n'a pas mentionnée sur d'autres modèles de valves, qui sont service sévère aussi, dans certains cas, ce n'est pas un passage intégral. Donc, à faire attention, dépendamment des applications, de la turbulence qui peut être causée à cause d'un passage non intégral, s'il y a des particules, s'il y a de la turbulence, particules, avec une autre pression, devient un problème. Donc, ça va endommager plus votre tuyauterie et votre valve. Donc, dans ce cas-là, le design est vraiment 100% guidé, haut en bas, tout le tour avec un siège résilient. Vous avez un diamètre égal au tuyau interne, donc le minimum de turbulence pour maximiser le déplacement. Après ça, vous avez la bague d'usure, OK, c'est ça, la bague d'usure qui est indexable, que je vous ai mentionné tantôt. Donc, c'est une option, vous pouvez l'avoir ou pas l'avoir, dépendamment de la gravité ou de la sévérité de vos applications. Joint d'étanchéité, primaire et secondaire, qu'on a parlé un petit peu plus en détail, sont plus épais, OK? Donc, les joints de cavité, là, plus bas, les joints de la cavité sont plus épais. Donc, à ce moment-là, on vous donne une épaisseur de O-ring beaucoup plus épais que les versions précédentes, donc une meilleure résistance, une meilleure étanchéité. On a les deux joints transversaux dans le haut du corps. Donc, à se rappeler qu'on va les voir un petit peu plus en détail pour vraiment vous donner un visuel puis l'application, comment ça le fait. Mais on en a deux à partir de 4 pouces en montant. Vis inoxydable pour tenir le couvert. La fourchette a 4 boulons. La fourchette en jaune, c'est le boîtier haut. Donc, on appelle ça la fourchette en français, mais c'est la partie haute. Il y a 4 boulons, 4 chaque côté, 4 de chaque côté. Donc, vraiment solide, vraiment de conditions rigides pour vous donner le maximum de transfert d'énergie, autrement dit. Les brides sont entièrement supportées, qui remplissent les brides de classification qu'on va chercher au niveau des classifications des pressions. Un écrou Acme fait en bronze, justement, pour éviter je n'ai pas le nom français, mais le galling ou le mix des deux métaux qui viendraient se coller ensemble. Puis la tige à raccord cylindrique qui était qui est le joint que je vais vous montrer tantôt avec la photo, qui vient unir le mécanisme de mouvement avec la guillotine, finalement, qui est faite en 17 de 4 stainless steel. Donc, c'est un sommaire rapide de toutes les différentes améliorations qui différencient une valve de service conventionnelle avec une valve de service sévère. Donc, plus en détail, je vous ai parlé tantôt des deux côtés, OK, des deux parties qui font le corps de cette valve-là. Donc, à ce moment-là, c'est un passage intégral. Comme vous voyez, il n'y a aucune restriction. On a grossi un petit peu plus la valve. On a rajouté un nombre de trous, de vis pour maintenir ces deux choses-là ensemble. Donc, full bore, qu'on appelle directement en bon anglais, un nombre de boulons plus grand pour donner plus de solidité. Vous allez voir dans une slide plus tard le pourquoi de ça. Donc, ça vous donne une plus grande stabilité. Parce que le secret de tout ça, c'est que quand vous avez deux tuyaux, un de chaque côté, puis qu'il y a des mouvements, les tuyaux peuvent avoir des mouvements, ils peuvent ne pas nécessairement être ou rarement vraiment très bien alignés. Donc, souvent, la valve sert de l'enligneur pour aligner le gauche avec le droit, et les pressions et les forces qu'on inflige souvent dans ces valves-là pourraient être un problème. On ne parle pas dans de petits diamètres, mais quand on parle de 12 à 24 ou à 36 pouces, ça peut devenir important. Donc, la construction, le design a été fait en considération de s'assurer qu'on avait le bon nombre de vis aux bonnes places, avec la bonne sorte de vis et la bonne force pour toujours avoir une force supérieure comparativement aux forces extérieures qui pourraient causer une distorsion dans le body, mais une distorsion dans le body cause une distorsion dans la gate, dans la guillotine, qui cause une distorsion dans l'actuation, et tout ça cause des fuites. Donc, c'est le but de l'exercice. On ne veut pas de fuite, on veut une valve de haute performance. Ici, c'est ce que je vous expliquais en gros. J'ai quasiment été une slide trop vite, mais ça vous donne une idée des deux parties. Mais la partie importante à savoir ici, c'est dans le bas un petit peu. C'est peut-être petit, je m'excuse, mais le jaune est la force de séparation
que l'extérieur pourrait causer, autrement dit. OK? Donc, un tuyau mal aligné ou peu importe, on parle d'une vanne de 28 pouces, OK, d'une classe 300. OK? Donc, la force de séparation en PSI, dépendamment, c'est ça que ça vous donnerait. En jaune, ça vous donne qu'est-ce que ça va forcer la valve de vouloir séparer les deux morceaux, les deux parties du corps. Mais on vous donne en même temps, en gris, la force qu'on a calculée au niveau de l'ingénierie, dans le design, de la conception de ces valves-là, avec le nombre de trous, la longueur des vis, la sorte des vis, la qualité des vis, la construction de tout ça, mis ça ensemble, pour s'assurer que la force qui maintient ces deux morceaux-là ensemble ne sera jamais dépassée par la force du système à ce moment-là. Donc, ça vous crée, pour ceux qui auraient pu avoir un problème, j'ai déjà eu une question qui était concernée à propos d'avoir deux pièces juste à cause de ça, mais ça élimine beaucoup tout ce phénomène-là, puis ça vous donne très bonne performance, même si ce n'est pas juste un morceau. Puis souvent, les valves juste dans un corps, dans le casting, juste d'un morceau, pourrait être plus problématique parce que le reste de la construction est plus fragile, donc il y aurait une distorsion qui pourrait se causer facilement. Les seals, les patins, en fait, c'est les différentes générations qu'on vous montre ça, les joints transversaux doubles qu'on appelle. Il est simple dans les valves de 3 pouces en descendant, juste parce que c'est une question physique d'espace, qu'à un moment donné, on ne peut pas faire des valves trop grosses, même si le diamètre du trou rapetisse. Donc, dans les plus petites valves de 3 pouces et moins, on a un transversaux, mais dans 4 pouces en montant, peu importe la grandeur qu'on va, on aura toujours deux transversaux. Les transversaux sont en haut, ici, montés un au-dessus de l'autre. Donc, vous avez la gaine, ça, c'est la moitié de la valve. Puis, naturellement, l'autre moitié vient s'accoter là-dessus, puis il y en a deux autres aussi, parce que la gate passe entre ces deux morceaux-là. Donc, vous voyez qu'au début des premières générations, différents manufacturiers qui ont designé ça, bon, il y avait un scraper, il y avait le patin, puis il y avait le bourrage qui est la partie qui vient compresser le patin pour vous donner l'isolation. Parce que l'isolation vient finalement du contact de ce patin-là avec votre gate qui est en bas ici. Puis ça, c'est le scraper d'un côté pour nettoyer le plus possible. Dans une deuxième génération, ils sont tout petits, les scrapers, on les voit moins bien. Vous aviez le patin qui vient absorber avec le package qui est à l'intérieur de ça, le packing, excusez-moi, qui est à l'intérieur de ça pour donner la pression supplémentaire. Et dans le dernier design, la nouvelle génération, finalement, dans nos DSS que je vous ai parlé depuis tantôt, bien, on a fait ces modifications-là. On a rajouté des plus gros scrapers, si je peux m'exprimer ici en français, avec toujours la méthodologie pour sealer avec le contenant qui est le patin à l'intérieur. Puis aussi, on a aussi tout le côté du packing qui est recompressible. Donc, c'est quelque chose qu'on peut, avec les vis, on les voit un petit peu moins bien voir, on va les voir tantôt. Vous allez voir qu'on peut recompresser le packing vert à l'intérieur pour créer plus de pression. Si jamais, après plusieurs cycles, il y a une ouverture, fermeture, tout ça va bouger et vivant. Donc, si on voit qu'il y a une petite fuite vers le haut du corps, on peut aller online, resserrer tout ça pour s'assurer que le packing est toujours conforme. Donc, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus actuel et fonctionnel en termes de performance, encore une fois, pour s'assurer vers l'atmosphère, vers le haut du body, finalement. Donc, la façon qu'on guide notre gate, finalement, c'est vraiment, on a parlé des deux patins, puis les deux vis sont ici, où finalement, il y en a une de 4 d'un côté et 4 de l'autre côté, donc total de 8 vis quand on a deux patins, pour pouvoir resserrer le packing. Donc, ça, c'était pour les transversaux. Maintenant, je vous parle pour les périphériques. Donc, vous avez le premier, qui est le plus gros O-ring des deux, qui vient donner une meilleure performance, qui guide la gate de haut en bas. OK? Donc, la gate est attachée comme ça ici. Si on peut dire tout de suite que ça va être une valve probablement qui va être automatisée parce qu'elle est en fourchette. Vous avez la pin stainless steel de 17,4 qu'on a parlé tantôt qui vient insérer tout ça pour maintenir tout ça ensemble. Donc, ce seal-là est celui on choisit le matériel du seal en fonction de l'application. Puis celui-là guide la gate en même temps qu'isole pour le zéro leakage quand on ferme la gate. Et le deuxième que vous voyez tout le tour ici, et pour au cas d'un bris ou d'un endommagement du premier, bien, le deuxième va vous donner l'isolation pour l'environnement à l'extérieur. Puis naturellement, tout ça assemblé ensemble, vu qu'on a mis des plus gros gaskets ou des plus gros O-rings, les deux parties qui sont vissées ensemble, que je vous expliquais pour avoir la force de physique pour obtenir les forces extérieures, bien, en ayant un meilleur seal intérieur, on permet plus minimum de mouvement finalement entre les deux pièces. Donc, comment est-ce qu'on retient ça? Parce que là, je vous ai expliqué comment est-ce
on montait ces O-rings-là à l'intérieur. Naturellement, d'un côté, il y a une groove, de l'autre côté, c'est plat. Mais pour s'assurer que ce O-ring-là ne soit pas en mouvement, on ne veut pas que ce O-ring-là monte ou descende ou se chante déchiré avec le mouvement de la gate. Mais à ce moment-là, on a introduit un phénomène mécanique qu'on a perforé des trous tout le fond de la groove d'un côté et de l'autre côté plat, on a des petits trous. Donc, quand on compresse les deux parties du bas du corps ensemble, on s'assure que le O-ring rentre et pénètre à l'intérieur des petits trous des deux côtés, ce qui crée un maintien physique du rubber en place et permet à la gate de monter et descendre sans être obligé d'arracher ou faire bouger ceci-là, ce qui donne une meilleure longévité dans le temps. Donc, très important au niveau design, tolérance. Tous nos rings sont d'une tolérance élevée. Toute notre machining, toutes ces pièces que vous voyez alentour de ce que je vous ai montré sont machinées avec une haute tolérance, justement pour s'assurer que quand on monte tous ensemble, qu'on ait le maximum de performance en tout temps. Ici, je vous ai parlé de la partie haute du corps en jaune, la partie jaune. Bien, on a fait des analyses de stress parce que c'est un des gros problèmes des valves conventionnelles, c'est que c'est souvent deux petits bras qui sont montrés en haut, tout simplement. Puis, tant que c'est manuel, pas trop pire, mais la minute qu'on met un actuateur là-dessus, c'est souvent le torque n'est pas transmis à 100% à gate. Il y a des mouvements qui se font au niveau des deux bras. Donc, la solidité de ce corps-là devient très, très important au niveau de l'actionneur, puis au niveau aussi de s'accrocher après la valve pour transférer le maximum de torque au niveau de l'application pour vraiment aller fermer puis sceller la valve ou ouvrir la valve si jamais elle reste collée ou quoi que ce soit. On ne veut pas que la force reste dans le boîtier, on veut qu'elle aille dans la guillotine finalement. Puis vous voyez encore mieux ici les 4 petites vis que je vous parlais. Il y en a 2 de côté pour le packing des transversaux que je vous ai mentionnés. Oh, excusez-moi. Cool. Donc, ça, c'est l'attachement que je vous ai montré tantôt, la fameuse pin qui vient joindre le système d'automatisation qui est en haut, la tige qui monte, descend ou qui tourne tout simplement, avec le système en brasse qui vient s'attacher ici. Donc, vous voyez les transversaux, vous voyez très bien les vis de chaque côté. Vous voyez que le machinage de tout ça est très précis. Les castings de tout ça sont très précis aussi. Donc, on a toute une méthodologie de casting et de machinage en place. Tout ça est fait aux États-Unis aussi en passant. L'usine était au Michigan. Donc, on a le contrôle sur toutes ces pièces-là de la façon que c'est assemblé. Je vous ai expliqué tantôt qu'on pouvait aussi, peu importe le mécanisme. Ici, je ne vous le montre pas, je vous le montre manuel, tout simplement une poignée, mais ça pourrait être un gearbox aussi, ou un système d'engrenage, excusez, et aussi hydraulique et pneumatique. Et naturellement, pneumatique, il peut y avoir différents formats parce que c'est important de contrôler le torque quand on ouvre et on ferme dans des applications plus critiques. Mais on peut offrir ça standard sur n'importe quelle valve qu'on soit. Une idée générale, tout ce que je vous ai parlé est en fonction de cette valve-là ici, qui est la valve du cœur du système. La famille DSS a élargi beaucoup dans sa productivité depuis les 4 dernières années. Donc, je vous ai parlé un petit peu de la double action, ou double bloc et bleed, ou double purge, avec purge, double isolation, je devrais dire, je m'excuse. On a aussi un modèle que j'appelle, pas un modèle réduit, un modèle de performance plus général. Donc, je vous ai expliqué au début de la présentation qu'on a regardé commodité, général et sévère service. C'est vraiment les 3 grosses catégories. On parle de sévère service à 100% sans aucun doute. Ici, on parlerait de général à sévère service entre les deux. Donc, on a changé un peu la conception, mais on a gardé beaucoup des concepts de performance de la valve que je vous ai parlé. On l'a gardé au travers de toutes nos valves et dont celle-là pour nous permettre d'être plus compétitifs dans des applications plus générales. Donc, comme je vous ai dit de temps en temps, cette valve-là fait partout, mais économiquement, ce n'est pas viable. Donc, il faut avoir des alternatives et on a quand même des bonnes alternatives à vous offrir. Donc, si jamais vous nous consultez, ça nous fera plaisir de regarder le meilleur ensemble possible pour regarder vos applications. Transmetteurs, ils ont sorti une valve d'isolation transmetteur. Souvent, les valves d'isolation transmetteur, c'est des petits multitours, quart de tour, ou donc beaucoup plus longs ou beaucoup plus faciles à des petits conduits à bloquer ou quoi que ce soit. Donc, si vous avez des services sévères, on installe ça sur des réservoirs. Ça peut être des réservoirs de liqueur noire, je prends exemple dans les portes de papier ou de liqueur verte, où ce qui pourrait y avoir l'accumulation, de la solidification. Et à ce moment-là, la perte de lecture de niveau, admettons, par une pression différentielle, serait perdue. Donc, on peut isoler pour faire la maintenance ou tout simplement craquer, ouvrir, craquer et permettre d'avoir une mesure plus stable et plus contrôlante. Les autres applications sont plus au niveau de mining, vraiment purement mining, surtout au niveau du contrôle des portes de remblai pour pas les usines, mais les mines souterraines.
Donc, toutes les mines souterraines aujourd'hui sont très populaires au niveau. Avant, ils creusaient des corridors puis ils les laissaient comme ça. Maintenant, ils remplissent les corridors creusés puis ils creusent entre les corridors pour maximiser leur production. Mais il faut du remblai pour ça. Donc, il y a des usines de remblai. Dans les usines de remblai, il y a de la distribution de remblai. Et de la distribution de remblai, il faut aller l'expédier dans le bas d'un puits ou dans le bas d'une mine. Puis, ça prend beaucoup de ventes de contrôle, puis c'est des services sévères, naturellement. Puis, en dernier, naturellement, on a des applications spéciales où ça nous demande d'avoir un tuyau rond, un tuyau carré. Donc, c'est soit rond à carré, donc round to square, ou square to square, carré à carré. Donc, on a différentes configurations qu'on peut fournir si jamais votre tuyauterie ne vous permet pas de tout en rond, mais on a différentes options. Mais gardez toujours toutes les explications techniques et performances que je vous ai données vous sont répondues dans tous ces modèles de valves-là. Référence, CGIS, 40 ans d'expérience, a une bonne philosophie dans le sens qu'on a gardé depuis 40 ans les applications et les références. On a des tags, on a des références. Donc, on peut aller chercher, si vous nous appelez pour une application, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce que on aurait dû faire autrement ou on n'aurait dû pas sélectionner. Donc, on a une banque de données d'informations basée sur les applications, sur les médias et qu'est-ce qui s'est fait, qu'est-ce qui s'est bien fait ou pas fait ou qu'est-ce qui a performé ou pas. Donc, soyez pas gênés si vous avez des applications. On a beaucoup d'ingénieurs à l'interne chez nous, mais on a beaucoup de références aussi qu'on peut aller chercher dans notre banque de données qui date de 40 ans sur ces applications sévères-là parce que ça a été quand même sur 40 ans, les 25-30 ans de spécialisation de services sévères chez CGIS. Une chose qui est importante je suis quasiment rendu à la fin, on est à 1h01, je ne veux pas trop prendre de votre temps, je sais que je veux garder du temps pour les questions. Souvent, on regarde les valves d'isolation trop rapidement. On se dit, OK, on veut juste une valve d'isolation, on veut isoler ça, puis on isole ça, puis c'est bon, on l'installe là, puis on prend une valve conventionnelle standard. Puis là, je parle que ce soit une gate valve, une ball valve, une valve papillon, peu importe. Faut faire attention. Dans le monde des services sévères ou dans le 20 des valves qu'on essaie d'adresser le plus souvent dans notre cas, c'est quasiment comme une valve de contrôle. On aimerait savoir un datasheet, le compléter, le nombre de cycles, le positionnement, les températures, les pressions, les particules, la composition chimique. On aimerait avoir toutes ces informations-là. Donc, on ne cherche pas juste à isoler. On veut isoler, puis on veut que quand vous voulez ouvrir ou fermer, que ça fonctionne. Ou si vous voulez ouvrir ou fermer 10 fois par jour ou par heure, on veut que ça fonctionne puis vous donner la meilleure performance. Donc, on questionne beaucoup. On cherche à avoir beaucoup d'informations si vous appelez chez nous pour une valve de service sévère ou même de service général, mais qui s'en va vers le sévère. On va vous demander peut-être trop de questions à votre point de vue, mais parce que d'un point de vue ingénierie, souvent, la valve d'isolation n'est pas questionnée comme une valve de contrôle. Puis nous, on questionne les valves d'isolation comme des valves de contrôle. Donc, on cherche à savoir le plus possible les détails, datasheet à remplir pour nous indiquer de faire la bonne sélection. Puis si la bonne sélection, c'est une valve conventionnelle guillotine, go for it. On s'en va vers la plus économique qui va faire la meilleure job au bout de la ligne, ou on s'en va vers peut-être la moins économique, mais qui va vous donner un rendement supérieur et un bon retour sur votre investissement. Donc, les ventes vont fonctionner, on dit d'un an plus un jour, mais au bout de la ligne, c'est un shutdown à un shutdown. OK? On veut s'assurer qu'on fasse vos shutdowns, que c'est contrôlé, que c'est connu, qu'on n'a pas de surprise, qu'on n'est pas obligé de faire des shutdowns non prémédités. OK? Tolérance de corrosion, on veut au moins être supérieur à n'importe quelle de vos corrosions de vos tuyaux sur lesquels les valves sont installées. L'actionneur, ce n'est pas toujours un actionneur de la puissance normale, 4 pouces pour un cylindre de 4 pouces avec une valve de 4 pouces. Ça peut être un cylindre de 8 pouces pour une valve de 4 pouces, dépendamment des particules, de la solidité et tout ça. Donc, il faut s'assurer de comprendre tout ça. Ça fait partie des questionnements qu'on veut faire. Les conditions de fonctionnement aussi, les garanties, les choix de meilleures technologies. C'est en allant chercher tout ça, des questionnements qu'on va pouvoir vous donner la meilleure technologie. Aussi vieille que la technologie peut être, aussi améliorée qu'elle peut l'être, il y en a toujours une qui va avoir le meilleur fit. Au niveau CAPEX, OPEX, c'est toujours la grosse question magique au niveau des nouveaux projets. Quand on travaille avec une usine établie qui était au niveau opérationnel, qui fonctionne très bien, qui ont des problèmes, on regarde l'OPEX, ça ne devient plus un problème. On va regarder à donner le meilleur retour d'investissement pour régler le problème pour qu'il soit répétitif. Au niveau projet, nouvelles installations, le CAPEX, c'est toujours pas un bloc, j'allais dire un bloqueur, mais un inconvénient mathématique de faire un équilibre intéressant entre les deux parce qu'on peut comme chipper out au début, mais on va payer pour plus tard. Donc, mais pour que le projet vive, il faut peut-être regarder l'option de diminuer l'importance d'investissement sur certains produits ou certains concepts. Mais tenez toujours en compte que si vous travaillez avec le end-user sur un nouveau projet, on essaie de sensibiliser tout le monde, de dire oui, mais on ne veut pas les remplacer dans la prochaine année. On veut les remplacer dans 2 ans, 3 ans. C'est quoi la vie que vous attendez qu'elle ait? Donc, on cherche à investir dans ce
15% de valves là, qui sont de service, peut-être un petit peu plus, même au début, ça peut aider beaucoup. Donc, l'expérience compte beaucoup. Comme je vous ai dit, on a beaucoup d'expérience 40 ans. On a des données en arrière de nous autres. On a des expériences vécues avec des clients, des bonnes, des moins bonnes, mais on est toujours là pour nos clients pour les aider. Donc, on est un fournisseur qui essaie de donner une valeur ajoutée avec un produit de valeur ajoutée pour les applications que vos besoins en arrière de ça. Donc, si vous avez besoin de ce genre de support ou d'aide ou de partnership avec nous autres, c'est ça qu'on peut apporter chez vous. Ce n'est pas juste de vous vendre une valve ou de vous envoyer la meilleure valve sur la Terre. Il n'y a pas de valve miracle, comme je vous ai dit. C'est de trouver l'application qui va définir la meilleure valve pour être installée dans votre application. Donc, n'oubliez pas, il n'y a pas une valve isolée, ça isole bien, une valve de contrôle bien, puis il ne faut pas se servir d'une pour l'autre, parce que souvent, on voit des applications où une ne devrait pas faire le job de l'autre, puis on y fait faire pareil, donc on court après des troubles. Donc, en général, c'était le sommaire technique un petit peu que je voulais vous donner. Il est 1h05, j'en ai pour 2-3 minutes pour finir. Notre liste de produits en général dans l'Est du Canada, DSS, c'est le produit qu'on a parlé. On a KPC, différents bas-valves, différentes métallurgies, toujours de la haute métallurgie. On a Adam Triple Offset. On a Valve Technologie qui est un ball valve, mais avec un siège supporté qu'on appelle, qui est une technologie de haute performance et pour services sévères dans la ball valve. Donc, pas toutes les applications, mais surtout des services sévères. On a Valve de contrôle, services sévères, les produits Samson. On est associé à Samson. Donc, c'est les plus gros joueurs qu'on a. Check Valve, il faut toujours faire attention. On a un gros joueur dans Check Valve, mais Check Valve de performance élevée, encore une fois, parce que Check Valve est souvent négligé et pas saisi et cause beaucoup de problèmes. Au niveau actuation, comme je vous ai mentionné, on a à peu près thématique hydraulique et c'est les marques qu'on retient dans les ententes qu'on a avec nos fournisseurs. Et nouveaux produits plus, pas commodité, mais plus général purpose au niveau projet global. On a aussi toutes sortes de ball valve, butterfly valve et tout ça. Puis en dernier, pour le monde au Québec, on a plusieurs centres de services, mais au Québec, on en a un, c'est la compagnie DHB. On est maintenant à part entière avec DHB dans le sens que les compagnies sont liées financièrement. C'est notre site de service à Montréal et d'entreposage aussi. Donc, n'importe quelle réparation de n'importe quel produit que vous avez d'installer chez vous ou de nos produits naturellement, on peut faire la réparation, le support technique ou le remplacement de vos produits. J'espère qu'on vous a donné une bonne idée. J'espère que ça vous donne des idées à penser, à regarder vos différentes applications et d'avoir une meilleure compréhension de qu'est-ce qu'une Knife Gate Valve, parce qu'on entend Gate Valve, Knife Gate Valve depuis longtemps. Ça existe depuis longtemps, mais le but, c'était de vous donner vraiment un aspect plus général et d'avoir une meilleure façon de différencier toute cette approche-là. Donc, je vous remercie beaucoup de votre participation et du temps que vous nous avez alloué. Et si vous avez des questions, bien, on est rendu à la période questions. Il est 1h07. Je m'excuse, j'ai dépassé un petit peu. Je voulais vous donner plus de temps. Donc, Vincent, la parole est à toi. Donc bonjour à tous, rebonjour. Allez-y pour les questions si vous souhaitez. On en a déjà quelques-unes qui sont arrivées, notamment par exemple, est-ce qu'il est possible d'installer une Navigate, une valve guillotine sur un côté? Donc oui, la valve DSS, c'était mentionné un peu plus tôt dans la présentation de Serge sur le papier qu'on peut vous envoyer. Mais oui, on peut mettre la valve dans n'importe quelle orientation, à 90 degrés, à 45 degrés. Il suffit juste de nous le mentionner, mais c'est tout à fait possible. On avait une autre question qui était la pression maximale pour laquelle la valve était ratée. Donc les valves DSS, en fait, suivent les recommandations ASME B16.34. Donc après, ça dépend du matériau de construction, bien évidemment. Mais par exemple, une classe 150, ça va être garanti jusqu'à 275 PSI. Pour la classe 300, ça va être 720 et ainsi de suite. Et donc on peut aller jusqu'à la classe 900 pour tout ce qui pâte à papier ou pareil, Serge le mentionnait, des applications minières extrêmement difficiles. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, levez la main ou posez-les dans le fil de discussion et on y répondra.
Donc, Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. On a quelques retours de gens qui n'ont pas de questions, mais qui nous remercient pour la présentation. Donc, on vous remercie d'avoir été présent. On pourra vous faire suivre. Donc, la présentation a été enregistrée. On pourra vous la faire suivre par courriel. Logiquement, on a tous vos courriels. Si vous souhaitez, sinon, vous pouvez nous poser des questions donc aux courriels qui sont présents dans la dernière diapositive à Serge, Peter ou moi-même. On va me laisser encore quelques minutes, sinon on fera un suivi avec vous prochainement. donc c'est beau, Vincent. Je crois qu'il n'y a pas Ouais. d'autres questions dans la liste que tu vois. Non, il me semble tous les gens, les gens nous remercient, mais non, il n'y a pas d'autres questions qui arrivent, donc je pense que Parfait. Donc, ça soyez conclut bien la à l'aise. présentation. Merci beaucoup. Bien gentil tout le monde. Puis, s'il y a n'importe quelle question dans le futur, on fait un suivi avec vous, puis on se reparle. Donc, merci encore et passez une super belle journée et fin de la semaine. Au revoir. Merci à Bonne tous, au journée. revoir. Au revoir.